Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 14 de Meeting. Donc la sportive que j'ai la chance d'interviewer aujourd'hui est une ancienne footballeuse professionnelle formée au PSG, donc qui a joué en France, au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais, aux États-Unis à Boston et en Allemagne au Bayern Munich. Elle a tout raflé avec l'Olympique Lyonnais, 6 fois championne de France d'affilée entre 2008 et 2013, double vainqueur de la Coupe de France 2008 et 2012 et également double vainqueur de la Ligue des Champions en 2011 et 2012. Elle était également l'une des piliers de l'équipe de France avec 188 sélections à son actif. Depuis 2017, elle est secrétaire générale de la Fédération française de football. Laissez-moi vous présenter l'ancienne défenseur centrale des Bleus, Laura Georges. Salut Laura, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien, merci. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer en quoi ça consiste? Quel est ton rôle au sein de la Fédé? Alors, c'est un rôle qui est atypique. J'ai un statut de secrétaire général, mais en fait, il faut savoir qu'un secrétaire général, c'est une personne qui s'occupe de la vision stratégique et économique de la fédération. Donc, c'est un aspect business. Mais moi, mon côté, il est plus ambassadrice, voire plus donc la personne qui prend la parole. Je représente mon président sur le territoire français et à l'étranger. Je suis aussi en charge du développement de l'arbitrage féminin sur le territoire. Voilà, je suis plus une ambassadrice, une communicante pour ma fédération. Je suis auprès de mes clubs, de mes dirigeants, de mes joueurs et des joueuses et des arbitres, entre autres. Et voilà, c'est un rôle particulier. D'accord. Et en parallèle aussi, enfin depuis septembre 2019, tu es aussi consultante sportive sur la chaîne, bon moi je peux la citer, je pense à Bein Sport, Oui. et notamment dans l'émission Bein Center. Est-ce que ça te plaît cette casquette aussi de, tu as été joueuse et là consultante En fait, j'étais consultante même en 2000, dans à les l'équipe? années 2015, j'étais à l'équipe. Et là, en fait, dès qu'on est à l'équipe, en fait, il faut savoir argumenter. Donc, j'étais avec Monsieur Roustan, Monsieur Griveaux. Et là, aujourd'hui, je suis à Bein et je fais aussi des piges. J'ai fait des piges pour M6 sur la finale de Ligue des Champions et également sur Canal. Oui, j'aime ce rôle-là, puisqu'en fait, c'est parler de la passion, transmettre un peu ce que les joueurs peuvent ressentir, mais aussi donner un aspect technique. Alors après, ça demande beaucoup de préparation. Je sais que je peux encore beaucoup m'améliorer, mais c'est vrai que c'est un privilège pour moi d'être sur Bein Center les dimanches avec Vanessa Lemoyne et ses équipes. D'accord. Toi, tu es né le 20 août 1984 au Chesnay, dans les Yvelines. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ton enfance, tes débuts dans le football? Alors, c'est vrai que je suis née au Chesnay, mais j'ai grandi dans le parc du château de Versailles, où j'ai eu vraiment le privilège de grandir et du coup, de faire du foot sur les pelouses du parc. Euh, et c'est comme ça, en fait, que j'ai débuté dans le football. J'ai joué avec mes voisins. Et le week-end, j'allais voir mon père jouer en entreprise. Donc voilà, c'est comme ça que ma passion pour le sport en général est arrivée, puisqu'on avait beaucoup d'étendues. On allait courir, on faisait des cache-cache, et puis on jouait au football avec mes amis. Et puis voilà, j'allais sur les terrains avec mon père. D'accord. Alors, ce qui est marrant, c'est que tu avais dit, donc je n'ai jamais rêvé d'être footballeuse, en fait. Ça me permettait juste d'avoir une activité à côté de l'école. C'était vraiment pas du tout un projet au départ, alors. Non, pas du tout un projet, puisqu'on est dans les années 90. Le football féminin, on en parle très peu. Moi, lorsque je débute le football, j'ai 12 ans, mais je connais même pas du tout l'équipe de France féminine. En fait, j'ai pas l'objectif D'accord. et j'ai pas la vision d'être joueuse internationale, de jouer une Coupe du Monde. Euh, c'est juste pour avoir une activité à côté de l'école, comme je le disais, et puis de voir du monde autre que mes collègues de classe. D'accord. Et t'avais pas peur, justement, de te lancer dans le football qui, à l'époque, au niveau des féminines, n'était peut-être pas aussi évolué que maintenant? Non, pas du tout peur. C'était vraiment de me dire, j'ai mon activité, j'ai envie de m'adonner à ma passion et jouer et me dépenser un peu et d'avoir en fait quelque chose qui m'appartienne et pas juste aller jouer avec des copains. Parce que je voyais mes copains, ils jouaient en week-end en club, mais moi, j'avais pas d'équipe. Et là, je me suis dit, bah non, ça serait bien d'aller faire du football, d'être dans une équipe, d'appartenir à quelque chose. Et vu que mon père joue au football et que mes voisins jouent au football, je me suis dit, ben, au moins, c'est une manière de. Je pourrais toujours avoir des conseils parce que mes amis et mon père jouent au football. D'accord. Donc, c'était pas du tout un rêve. Tu n'avais pas de poster de joueurs, de joueuses dans ta chambre. Enfin, c'était vraiment une activité pour te défouler.
J'avais des posters quand même. Si, si, si. Parce qu'en fait, ma passion, elle s'est quand même développée. Forcément, je supportais le Paris Saint-Germain parce que mon père allait au stade et il était en tribune Auteuil. J'allais de temps en temps avec lui au Parc des Princes. Mais j'avais des posters. En fait, j'ai toujours été intéressée par le journalisme sportif. Je regardais pas mal de matchs et je lisais beaucoup de magazines. Et donc, du coup, j'affichais les posters sur les murs de ma chambre. Donc, c'était les posters de Jafet Endoram qui a joué à Nantes. C'était les posters de Ronaldo, de Yuri Djorkaeff. D'accord. Aujourd'hui, j'y repense, je me dis, oh là là, qu'est-ce que je faisais? Mais voilà, j'avais quelques stars du football sur les murs de ma chambre. D'accord. Alors, on va parler un peu de ta carrière, surtout en club et de tes études aussi que tu as en parallèle. Alors, toi, tu débutes en 96, donc au Paris Saint-Germain. C'est un club exclusivement féminin. Enfin, tu rejoins une section où tu joues que avec des autres filles. Dans les années 90, le Paris Saint-Germain avait sa section féminine, oui. Donc, c'est toujours amateur, mais voilà, on faisait partie de l'association du Paris Saint-Germain, de l'entité D'accord. association du PSG. Et oui, donc j'ai débuté tout de suite avec les filles, mais très tôt, j'avais 12 ans, et très tôt, on m'a proposé d'aller m'entraîner avec les U13 garçons du Paris Saint-Germain. D'accord. Et ça, t'as pas eu un peu d'appréhension? T'as tout de suite voulu y aller ou t'étais un peu réticente au fait de te confronter à des garçons? Alors, c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec les garçons? Bon, c'est des joueurs qui sont en club, c'est le Paris Saint-Germain, ça va pas être facile. Et en fait, tout de suite, le premier entraînement, le coach parle aux joueurs et leur dit, voilà, on accueille Laura, je veux que ça se passe bien, respectez-la. Et à partir de ce discours, j'ai pas eu de problème, aucun problème, puisqu'après, dans mon état d'esprit, je me considérais pas comme une fille jouer avec les garçons, j'étais une joueuse dans une équipe. Et les gars ont vu aussi que j'y allais physiquement, que j'avais pas peur et que voilà, que j'étais là pour prendre plaisir aussi. Et donc, ils ont respecté ça et ils m'ont respecté en me considérant comme une coéquipière à eux. D'accord. Et donc, dans le même temps, tu es aussi à Clairefontaine, au Pôle France féminin de football. Autrefois, c'était appelé le CNFE, donc le Centre Mhm. national de formation et d'entraînement de Clairefontaine. Ces années, elles sont un peu difficiles pour toi. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ces années au centre de formation? Alors, le CNFE, pour que ce soit plus simple, c'est l'équivalent de l'INF. Donc, ce sont les meilleurs espoirs du football français. Aujourd'hui, il faut savoir qu'à l'époque, on avait juste un centre élite. Donc, on préparait les futures joueuses à être en équipe de France senior. Et aujourd'hui, en France, on a 7 pôles espoirs. Donc, il y a une belle évolution, hein. Aujourd'hui, les filles n'ont pas besoin de venir dans la capitale pour se former à être les meilleures françaises. On a des pôles aujourd'hui un peu partout en France pour accueillir nos jeunes. Mais nous, à l'époque, en fait, on est centralisé à Clairefontaine. Et donc, du coup, moi, je quitte ma cellule familiale pour être H24 à Clairefontaine avec des filles qui viennent de différents horizons. On est en centre de formation du lundi au vendredi et le week-end, on rentre en club. Mais en fait, quand je suis dans ce centre de formation, en fait, je me rends compte que voilà, je suis avec un état d'esprit qui me convient pas spécialement. L'effet de groupe, suivre des mentalités, c'est pas mon caractère. Donc très vite, en fait, il y a des choses qui me déplaisent et donc du coup, en fait, je me mets à l'écart du groupe. Et puis moi, au niveau scolaire, voilà, j'ai toujours été éduquée à, voilà, il faut écouter les professeurs. Le football, c'est une passion, c'est pas mon métier. Donc pour moi, c'est très important d'étudier. Et puis lorsqu'il y avait des grèves, par exemple, je vois encore mes coéquipières qui me disent, mais suis-nous, quoi. Enfin, pourquoi tu vas en cours? Mais moi, j'étais loin de ça. Je me dis, moi, c'est bien le football, mais il faut que j'aille en cours, quoi. Je n'aimais pas suivre le groupe. Donc très vite, j'ai été à l'écart. Et en plus, dans mon style de jeu, je suis une joueuse qui était assez agressive. Et à D'accord. l'époque, en France, on n'aimait pas quand les joueuses allaient nous rentrer dedans. Donc j'avais des commentaires de joueuses qui me disaient, ouais, mais c'est pas la Coupe du Monde. Donc du coup, il y a des moments, c'était compliqué avec des coéquipières parce qu'elles voyaient que je mettais le pied. Et donc du coup, en plus du fait que je me mettais à l'écart, j'étais une joueuse qui était rentre dedans. Donc ça a été une période compliquée, pas facile vraiment. D'accord. Et justement, oui, une période compliquée. Un jour, tu as même un de tes entraîneurs qui te dit, bah, écoute, Laura, là, tu quittes l'entraînement, t'as pas le niveau. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer justement cette histoire? Je crois que tu en parles à ta maman après. Et est-ce que tu peux un peu Là, tu as bien nous... suivi, hein, parce que généralement, c'est moi qui amène le sujet, mais c'est que tu as, fait les bonnes recherches.
effectivement, D'accord. c'est un moment charnière, enfin, important dans ma carrière qui m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire que je suis à l'entraînement et puis c'est vrai que je suis en centre de formation, mais pas totalement heureuse parce que je découvre en fait un milieu où c'est très compétitif et puis je suis pas avec des amis en fait, je suis juste avec des coéquipières. Et donc je suis à l'entraînement, je manque de confiance en moi, je suis adolescente, je manque de confiance en moi. Et puis lors de l'entraînement, le coach s'entraîne avec nous, il est très compétitif. Moi, je lui fais une passe, je la loupe, et puis en fait, il me sort de la séance. Il me dit, mais t'as pas le niveau, sors de là. Waouh. Le coach me dit ça, mes coéquipières, je les vois bien en train de se dire, waouh, ben, effectivement, Laura, ouais, peut-être qu'elle est en dessous de ça. Enfin, je suis triste, je quitte l'entraînement, je sais, j'appelle mes parents et j'en parle à ma mère. À ce moment-là, d'habitude, j'appelle mon père, mais là, j'appelle ma mère, je dis, maman, ça va pas, je pense que le centre de formation et le foot de haut niveau, c'est pas pour moi. Et puis ma mère, elle me dit, t'inquiète pas, on va parler au coach et tout. Bon, d'habitude, mes parents sont très discrets. Ma mère, elle me dit, on va lui faire savoir qu'il y a une manière d'agir avec les joueurs et les joueuses. Donc, venu le vendredi pour rentrer chez moi, ma mère vient. Exceptionnellement, c'est ma mère parce que mon père, on avait eu un décès dans la famille. Donc, mon père n'a pas pu venir. Et donc, c'est ma mère qui vient me récupérer. Et puis, elle voit le coach et le coach lui dit, mais Madame Georges, Laura, ça va? Et ma mère, elle lui répond, oui, oui, ça va, vous inquiétez pas. Et là, je regarde ma mère et je dis, mais en fait, t'as pas compris que ça allait pas? Tu lui dis pas? Mais ma mère me dit rien, mais elle me fait un regard en me disant on va parler dans la voiture. Et donc dans la voiture, on s'explique. Et là, elle me donne une leçon de vie que je garde encore aujourd'hui et qui me dit que en fait, les gens qui sont là pour nous faire avancer, ce sont des gens qui vont nous faire des remarques et souvent nous critiquer. Et quand je dis critique, c'est pas nous rabaisser, mais des gens qui nous font des commentaires pour nous dire voilà, il y a des choses à faire évoluer. Et effectivement, quand je suis revenue la semaine suivante, le lundi, le coach m'a demandé, a demandé à me voir et m'a effectivement donné les conseils dont j'avais besoin, en gros, de me reconcentrer sur mon jeu et de faire les choses simples. Voilà. Donc, c'était pas pour me casser, mais c'est parce qu'il voyait du potentiel et il était frustré de voir que je jouais pas pleinement comme j'étais, en fait. D'accord. Ouais. Alors, justement, tu disais là au départ de l'interview que au départ, ton souhait, c'était pas du tout d'être au haut niveau. Et là, quand tu es à Clairefontaine, est-ce que tu commences vraiment à penser à jouer en professionnel? Mais en fait, j'ai ma collègue de chambre. On sait que dès qu'on va à l'entraînement, en fait, on passe devant le château de Clairefontaine, là où les Bleus s'entraînent. À l'époque, il n'y Ouais. avait que les hommes qui pouvaient s'entraîner là. Et on se dit, waouh, un jour, on aimerait bien. Ça voudrait dire qu'on a réussi. Si on est dans le château, c'est qu'on a réussi. Mais à ce moment-là, en plus, on sait que même l'équipe féminine, elle n'y est pas au château. On sait que même l'équipe féminine n'y est pas, mais on se dit, c'est là où on a envie d'aller. Et si on y est, ça veut dire qu'on est en équipe de France. Donc, les gens étaient en train d'espérer que l'équipe de France féminine y serait et qu'on en ferait partie. C'est là où je me suis rêvée à me dire, ben, ça serait bien de faire du haut niveau et de faire ce football en formation pour atteindre le haut niveau. D'accord. Alors, en 2004, là, tu vas partir à l'étranger, aux États-Unis, à l'université de Boston, donc pour tes études hein, et pour jouer aussi dans le championnat universitaire en NCAA. Comment tu as vécu ce périple américain là? En fait, c'est vrai que j'ai fait 50 ans de formation et je me dis, il est temps de partir, voir une autre culture. Et c'est vrai que sur ma dernière année, ma chance, c'est que Boston College vient en spring break à Paris. Et j'ai demandé une dérogation pour aller jouer en pleine semaine avec mon club du Paris Saint-Germain face à l'équipe de Boston College. À l'issue du match, la coach et le coach assistant viennent me voir et me disent, est-ce que tu parles anglais? Est-ce que tu serais intéressé pour venir jouer à Boston? Et il s'avère qu'à cette même période, j'étais en contact avec un club américain, puisque ma collègue de chambre, un an avant, avait été transférée aux États-Unis. Et il me disait, Laura, notre coach, il est intéressé. Et ça, c'est l'université de Rutgers. Et elle me dit, et donc ça avait germé déjà dans ma tête. Et quand Boston College est venu, donc en gros, j'avais deux clubs, deux universités qui étaient intéressées. Il s'avère que Boston College m'a invité à Boston pendant 3 jours. Et là, j'ai compris que c'est là où je voulais vivre. C'est un campus voilà, à taille humaine et c'était une autre mentalité, c'était une autre vision pour ma carrière. Et au niveau académique, scolaire,
c'était m'enrichir et faire du haut niveau scolaire. D'accord. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, les États-Unis, au niveau du sport féminin, alors c'est pas le football là-bas, c'est le soccer. Mm. C'est un sport phare au niveau des féminines. Est-ce que c'est quelque chose t'as porté ton choix sur les États-Unis aussi pour ça? J'ai porté mon choix sur les États-Unis parce qu'en fait, j'ai toujours aimé la culture anglophone. Apprendre l'anglais très jeune, je me suis toujours dit que je voyagerais et qu'il fallait que j'apprenne l'anglais. La culture américaine, moi, je l'ai découvert à travers les films, hein. Mais j'avais envie de quelque chose, de vivre autre chose, de vivre une autre culture. Donc, je me suis toujours préparée à bien parler l'anglais ou en tout cas essayer de m'y passionner. Oui, je me voyais partir à l'étranger jouer au foot ou étudier. Et j'ai utilisé le football. Le football a été un passeport pour moi. Et je l'ai utilisé. J'ai utilisé le football pour payer mes études. J'ai obtenu une bourse pour être étudiante aux États-Unis. D'accord. Et une petite anecdote aussi assez folle. Tu as rencontré là-bas George Mumford, un préparateur mental, et pas n'importe lequel, puisqu'il a été le préparateur mental de Michael Jordan quand il jouait à Chicago. Ça devait être super enrichissant de discuter avec cet homme-là. Georges, c'était le préparateur mental des Chicago Bulls et des Lakers. En fait, il a suivi Phil Jackson. C'est marrant parce que je lis son livre à Phil Jackson et il parle justement de George Mumford. Et effectivement, quand j'ai connu George Mumford, il ne vous dit pas, oui, j'ai travaillé avec Jordan, j'ai travaillé avec Kobe Bryant. Mais après, on le découvre petit à petit. Et il m'a beaucoup aidé sur le côté mental, puisque moi, je quitte la France avec beaucoup de doutes, une joueuse qui est cataloguée comme agressive. Mais je rencontre Georges et je lui dis, voilà, moi, j'ai envie de passer un cap. Je suis quand même je suis venue dans une université où le niveau de football, il est inférieur à ce que je connais. Puisque quand je viens aux États-Unis, en fait, je suis international A. À 18, 19 ans, j'étais déjà international A. Je viens dans un championnat universitaire, donc le niveau est plus faible. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je fais pour maintenir mon niveau, pour continuer à être international A? Et là, il me donne ses références de Michael Jordan, les conseils qu'il donne à Michael Jordan. Et ça a été juste génial. Et jusqu'à aujourd'hui, Georges et moi, on est toujours en contact. Et c'est top, c'est vraiment top de l'avoir à mes côtés pour me voir évoluer. Okay. Alors, en 2007, tu reviens en France, tu es diplômé quand même aux États-Unis d'un bachelor en communication. Tu reviens en France et tu signes à l'Olympique Lyonnais, donc tout en poursuivant ton cursus. Hein, tu fais un master marketing, communication et stratégie commerciale. Et là, avec l'Olympique Lyonnais, tu gagnes tout. Comme je l'ai dit dans l'intro, tu es 6 fois championne de France d'affilée, en plus, entre 2008 et 2013. Tu gagnes 2 Coupes de France, 2 Ligues des Champions. Comment tu as vécu ces années magnifiques à Lyon? Ouais, Lyon, c'est vrai que je quitte Lyon avec 6 titres, comme tu l'as énoncé, avec des titres. J'ai connu l'amateurisme, j'ai connu le professionnalisme avec l'Olympique Lyonnais. J'ai connu ce que c'est que d'être considérée comme une joueuse pro, que ce soit par son staff, mais aussi par ses dirigeants, et notamment Jean-Michel Aulas. Lyon, c'est pas juste une histoire de sous pour gagner des titres. C'est de l'implication des hommes, des femmes, pour mettre les meilleures conditions pour des joueuses. Et on a perdu, hein, on a appris à perdre avec Lyon. C'est beaucoup de fois, on a buté aux portes des finales de Ligue des Champions, mais on a atteint cette finale, on l'a perdue, et puis ensuite on l'a gagnée. Et ça a été un chemin, ça n'a pas été évident tous les jours, mais effectivement, oui, j'ai fait mes armes à Lyon, j'ai gagné des titres, et oui, ça a été une belle expérience, pas facile parce que j'ai dû quitter le club, mais ça a été très enrichissant sur beaucoup de niveaux. Alors, j'avais une petite question, bon, c'est peut-être pas les bons termes, mais durant votre suprématie en championnat là, de 2008 à 2013, là maintenant on voit qu'il y a quand même des clubs féminins qui commencent à se développer un peu plus, il y a plus de rivalité. Mais en 2008, 2009, parce que parfois c'était en championnat, en tout cas, j'ai envie de dire limite trop facile, qu'il n'y avait pas assez d'adversité. Non, on ne dira pas que c'était trop facile. En fait, il faut savoir que si le public voit les matchs comme trop faciles, parce qu'en fait, à l'époque même, on infligeait des 6-0 à nos concurrents qui étaient deuxièmes, hein. Là, aujourd'hui, c'est des 1-0 de différence, c'est des 1 but, mais avant, c'était des 6-0 pour l'équipe qui était juste derrière nous. Donc, il y avait une grosse différence. Mais il faut savoir que nous, quand on est compétitrice, quand on est joueuse, en fait, c'est des matchs où on a toujours la pression de faire un bon résultat. Donc, c'est de toujours être concentré.
Et même si on joue des petites équipes, c'est toujours se dire, OK, ce match-là, c'est un match, on est censé le dominer, eh ben, faisons en sorte de le dominer du début à la fin, d'être toujours concentré. Il n'y a pas de petits matchs. Et ce qui était intéressant, c'est que comme on avait un effectif assez pléthore, bah, c'est-à-dire que les joueuses qui n'étaient pas titulaires d'habitude jouaient et elles aussi devaient montrer leur maximum. Donc, on n'était jamais à se relâcher. Il y avait toujours un enjeu pour tout le monde dans l'équipe. Soit de se dire, OK, on essaie de mettre le maximum de buts, on essaie d'avoir le moins de frappes au but. Et il y a tellement d'anecdotes. Il y a une anecdote où, en fait, un club porte réserve sur notre gardienne. Donc, on joue sans gardienne. On joue avec une joueuse dans les cages. Ben, on s'est dit, vu que vous avez porté réserve, on va faire en sorte que vous ayez même pas une occasion. Et en fait, il s'avérait que il y a eu une frappe pour 90 minutes, juste une frappe de l'adversaire, et elle était non cadrée. Et là, on s'est dit, voilà, vous avez voulu porter réserve. En fait, on se donnait des challenges. Et c'était une manière, en fait, de rester concentré sur les objectifs. Alors, avant de passer à la suite, j'aimerais juste revenir sur, tu l'as cité à un moment, là, Jean-Michel Aulas, qui est un président de club voilà, qui peut être critiqué pour certaines choses, mais en tout cas, on ne peut pas lui enlever que c'est quelqu'un qui a participé au développement du foot féminin et qui, au-delà de juste l'aspect financier, tout ça, est aussi quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'affect. Il est proche des joueuses. Vous lui devez beaucoup à cet homme-là, non? On lui doit beaucoup, le football français lui doit beaucoup, parce que c'est un visionnaire et c'est quelqu'un, en fait, dans les médias, je le vois très critiqué, parce qu'effectivement, il est dans les médias, il aime tweeter, c'est un passionné. Et je pense que toute personne qui prendra le temps d'échanger avec lui le verra différemment. En fait, c'est quelqu'un qui aime le sport, qui aime aller au charbon. Alors oui, après, il peut être très impliqué d'une manière voilà, qu'on apprécie ou pas, mais humainement, c'est quelqu'un qui donne avec son cœur et sincèrement. On l'a vu, il est impliqué sur nos projets de développement d'équipe, il était présent au match. Et ça, en fait, ça, c'est important. Dès que vous êtes dans l'humain, eh ben, c'est ce qui vous donne le surplus parfois pour aller vous dépasser lors des matchs. C'est ce qui fait souvent la différence. Okay. D'avoir des dirigeants qui sont là derrière vous, ça fait une grosse, grosse différence. Alors, en 2013, tu quittes l'Olympique Lyonnais, retour aux sources, au PSG. Mais un PSG qui a bien changé parce qu'il y a eu l'arrivée des Qataris entre-temps. Et justement, toi, tu dis que quand tu retournes au PSG, c'est plus du tout pareil. C'est devenu vraiment un club ultra professionnel. Tu dis que c'est des super conditions et des conditions que tu n'avais même pas forcément connues à Lyon. Vraiment, c'est plus le même club. Ça a monté en cran. Alors moi, j'ai débuté au Paris Saint-Germain au camp des loges, donc c'est terrain stabilisé, vestiaire, voilà, c'est les vestiaires qu'on partage avec différentes équipes. Donc alors que là, je reviens au Paris Saint-Germain, on est à Bougival, on a un terrain, une pelouse juste exceptionnelle. On sait que le Paris Saint-Germain a Jonathan Calderwood venant exprès d'Angleterre pour avoir les plus belles pelouses de football. Donc, du coup, ils forment des jardiniers, enfin, pas des jardiniers, mais on appelle ça des spécialistes du terrain, pour nous mettre les meilleures qualités de terrain. Donc, à l'entraînement, on a un super terrain, on a quelqu'un qui s'occupe de nos équipements, et on a des administratifs qui préparent, qui nous envoient des feuilles de route pour préparer nos déplacements. Enfin, oui, c'était professionnel, oui, c'était un autre Paris Saint-Germain, c'était aussi une autre atmosphère. Et ça se remarque notamment sur les résultats, puisque vous êtes finaliste de la Ligue des Champions en 2015 et en 2017. Donc voilà, je suppose que ça doit être des bons souvenirs d'être arrivé jusqu'en finale de cette grande compétition, mais en même temps des souvenirs un peu douloureux, parce que forcément, quand on perd, c'est toujours un peu amer. Comment tu as vécu ces deux finales? Ah, c'était compliqué. C'était pas les mêmes, comment dire, c'était pas les mêmes scénarios. Il y a la première finale en 2015 à Berlin, elle est très frustrante. Je sais que je me blesse une semaine avant la finale. Je revenais de blessure, mais je fais un match test. Et sur le match test, en fait, on me fait jouer 90 minutes, mais je me blesse. Alors que normalement, on fait un retour de match, de blessure, on joue peut-être 40-45 minutes. Et on se dit, c'est bon, elle a joué, elle a le rythme. Donc, je ne joue pas, je ne débute pas le match.
Enfin, c'est frustrant de rentrer sur une finale où on ne débute pas, mais c'est comme ça et on peut mettre à mal l'équipe de Francfort, mais voilà, on se prend ce but vers les fins de jeu, c'était dur. Et puis l'autre finale, et l'autre, c'était face à l'Olympique Lyonnais. Oui, C'était c'est face ça. à l'Olympique Lyonnais. Oui, on était à sur penalty et ça a été très dur parce que j'ai eu après les critiques de mon coach et alors que voilà, j'avais eu des échanges avec lui pour certaines raisons et ça a été très dur de terminer de cette manière-là. Cette finale a été très, très frustrante. Alors, une petite, par contre, différence entre ton club, l'Olympique Lyonnais, et le PSG, c'est notamment au niveau des présidents. Bon, on va vraiment passer très vite là-dessus, mais en gros, le président Nasser El Khelaïfi, qui est toujours en poste, allait pas forcément voir les matchs des féminines. Il n'avait pas le même intérêt que pouvait avoir Jean-Michel Aulas. Donc, toi, tu l'as dit. Maintenant, je suppose que vos relations sont plutôt de bons termes, puisque en plus, ça a fait changer les choses. Depuis, l'équipe féminine du PSG a même été en stage au Qatar pour jouer une rencontre de Ligue des Champions contre Glasgow. Non, ils ont joué aussi, pardon, une rencontre en Ligue des Champions contre Glasgow au Parc des Princes, qui normalement c'est réservé aux hommes. Donc, il y a quand même eu des évolutions. Donc, toi, tu as participé à ces évolutions en manifestant voilà, ton opinion là-dessus. Alors ça, c'est une histoire qui est particulière parce qu'en fait, j'ai donné une interview au Monde, je cite le journal, hein. Le Monde souhaitait que je parle. En fait, on était à une période où on allait jouer 3 fois d'affilée face à l'Olympique Lyonnais. Et donc, il voulait avoir mon ressenti en tant qu'ancienne joueuse de Lyon sur le Paris Saint-Germain, comment la comparaison entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Et dans la conversation, on parle forcément des dirigeants, des structures. Et après, on aborde le voile, on aborde d'autres sujets. Donc, je me dis, bon, il y a beaucoup de sujets qui sont tendancieux, un peu, pas tendancieux, mais on va un peu sur différents sujets. Et je dis aux journalistes, j'aimerais bien relire l'article parce que aujourd'hui, il faut savoir que beaucoup de gens veulent parler du foot féminin, mais n'ont pas la matière ou n'ont pas forcément ne pose pas les questions, pose des questions juste pour avoir des buzz. Et je lui dis, voilà, j'aimerais bien relire l'article. Elle me dit, ah non, on ne fait pas relire chez nous. Je dis, ah bon? Mais le problème, c'est que vu que vous ne maîtrisez pas le sujet du foot féminin, moi, j'aimerais le relire. Ça a traîné. J'ai relancé notre attaché de presse. J'ai finalement eu l'article et en fait, beaucoup de choses ont été entrecoupées. Ont été coupées. Et des informations et l'article, j'ai demandé à ce que l'article ne paraisse pas si les choses ne sont pas mises entièrement, si les informations que j'ai données ne sont pas données entièrement. Malheureusement, l'article est paru et je n'avais pas vu le titre quand j'ai eu relecture de l'article. Et là, le titre, c'était « Nasser ne vient pas au match ». Mais effectivement, lorsqu'on me posait la question « Est-ce que Nasser vient au match ?» je dis « Non, il ne vient pas au match ». Mais ce n'était pas dans la conversation, je n'étais pas en train de me plaindre. Parce que vous savez, quand on joue au foot, la chose à laquelle on pense, c'est de faire du résultat, prendre plaisir. Un dirigeant est là, effectivement, c'est important, ça donne un surplus de force lors d'un match. Mais on sait très bien, Nasser, c'est un autre niveau, c'est quelqu'un qui est impliqué aussi au Qatar, qui investit aussi dans le tennis et dans différentes affaires. Voilà, alors après, j'ai eu beaucoup de critiques des supporters du Paris Saint-Germain. Beaucoup des gens n'ont pas compris. Mais effectivement, après, la chance, c'est que les choses ont évolué. En plus, on va en finale de Ligue des Champions. Quand je vois le président Nasser El Khelaïfi, il sait qu'il ne vient pas. Mais il sait aussi que je n'étais pas en train de mentir et je n'étais pas là pour l'accabler. Et mon but, ce n'était pas de me dire, ouais, le président ne vient pas. Non, il faut dire les choses aux gens en face. Mais malheureusement, le journal avait en sorte comme si j'étais contestataire. C'est une expérience, mais en tout cas, elle nous a servi et elle a servi au football féminin et à nos dirigeants de se dire effectivement qu'il faudrait que le président vienne un peu plus. Et alors, avant ta retraite sportive, tu vas faire un dernier club en Allemagne, au Bayern Munich. Donc, tu décides de quitter le PSG pour aller au Bayern. Pourquoi ce choix, du coup, de finir dans un autre club que ton club formateur? Moi, j'aurais voulu finir au Paris Saint-Germain, mais à l'issue de la finale de Ligue des Champions qu'on a perdue, le coach a annoncé qu'il voulait recruter à mon poste.
voilà, que je ne prenais pas mes responsabilités pour tirer les pénaltys. Et donc, du coup, l'année suivante, quand je réattaque au Paris Saint-Germain, le coach me met en équipe réserve au Paris Saint-Germain. Donc, l'équipe réserve reprend au niveau le plus bas du foot féminin. Donc, je joue face à des filles qui débutent le football. Je suis internationale, j'ai plus de 30 ans et je joue des matchs de foot amateur de plus bas niveau. J'ai même joué un match où j'ai gagné 28-0 et j'ai marqué 3 buts. Mais je me suis dit, ça ne fait rien. Je vais reprendre, voir ce que c'est que le foot amateur. Je me suis dit, voilà, c'est ce qui m'inflige, il croit qu'il veut me blesser. Et puis, je me dis, ça ne fait rien. Et puis, en décembre, j'ai dit, voilà, il est temps de quitter le PSG parce que je connais ce coach. Je l'ai eu à Lyon. Ça, c'était, il n'avait pas voulu me garder à Lyon. J'ai dit, je ne veux pas me battre contre des gens qui ont une idée à arrêter. Donc, j'ai décidé de quitter pour aller au Bayern et voir si j'ai encore le cœur pour faire du très haut niveau. Donc, je me suis dit, l'Allemagne, c'est un endroit où je veux voir si j'ai encore ce qu'il faut. J'arrive au Bayern, mais je sais que ça va sûrement être la fin. Et le coach le ressent. On a eu un échange et il me dit, ben moi, Laura, je prépare mon équipe pour l'année suivante, si je pense que tu arrêtes ta carrière. Donc, j'ai fini ma carrière sans jouer, en ne jouant pas au Bayern. Voilà, c'est dommage. D'accord. Alors, donc, Laura Georges, c'est pas seulement une immense carrière en club, mais c'est aussi une superbe carrière en équipe de France, puisque tu es une des joueuses les plus capées avec 188 sélections. On va un peu retracer ton parcours avec les faits marquants en équipe de France. Tu commences le 26 septembre 2001, c'est ta première sélection face aux Pays-Bas. Est-ce qu'ensuite tu peux un peu, parce que tu as quand même participé donc, à 3 Coupes du Monde, plusieurs championnats d'Europe, des Jeux Olympiques, est-ce que tu peux un peu me parler des moments les plus marquants que tu as eu en équipe de France? Les moments les plus marquants, alors la Coupe du Monde, je m'en faisais une idée exceptionnelle, d'un moment exceptionnel, mais la première Coupe du Monde que je joue en 2003 aux États-Unis, en fait, elle est organisée de dernière minute aux États-Unis parce qu'il y avait la grippe aviaire en Chine. Donc, c'est une Coupe du Monde où il y a l'ambiance, l'atmosphère, je la ressens pas. Pour moi, une Coupe du Monde, c'est festif. Donc, un peu déçue de l'organisation, pas du ressenti que j'ai quand je vais participer pour ma première Coupe du Monde. Mais voilà, je sais que c'est déjà un privilège à 18 ans de jouer titulaire pour une Coupe du Monde. On perd dans les poules. Ensuite, j'ai une Coupe du Monde en 2011 en Allemagne. Et là, je me dis, ouais, là, ça, c'est une Coupe du Monde. Il y a du monde dans le stade. J'ai même la chance de marquer un but face à l'Allemagne, pays hôte, devant 50 000 personnes à Mönchengladbach. C'était exceptionnel. On atteint même les demi-finales. On peut aller chercher la 3e place, mais on la perd. Je vis une dernière Coupe du Monde au Canada. C'était top. L'Euro, c'était une belle expérience. Les Jeux Olympiques, j'aurais pu jouer j'ai joué les Jeux Olympiques de Londres et ça a été un de mes plus beaux souvenirs parce que je marque à un moment, je joue cette compétition après avoir eu une saison compliquée avec l'Olympique Lyonnais, mais ça a été pour moi le moment phare en 2012 où je me retrouve Laura, la joueuse conquérante, et je marque des buts et c'était top, c'était une belle compète. Donc voilà, j'ai pu vivre des compétitions exceptionnelles, mais frustrantes, puisque 0 titre au bout de 188 sélections, 17 ans en équipe de France. Mais voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, il ne manque pas grand-chose. Hein. Souvent, vous faites 4e, un peu la place que personne n'aime trop, on va dire. Toi, la seule petite frustration, je dirais, c'est peut-être les JO à Rio, où tu ne peux pas participer parce que tu as une blessure à la cuisse. Sinon, à part ça, tu as presque été de toutes les campagnes. J'avais une petite question aussi. Donc, toi, tu prends ta retraite donc, en 2018, tu as 33 ans. Après, donc, 188 sélections et 17 ans de carrière professionnelle. Donc, tu ne participes pas à la Coupe du Monde 2019 qui est en France et qui a été un événement très, très marquant parce qu'il y a eu quand même un réel engouement pour l'équipe de France féminine sur cette Coupe du Monde. Oui, je prends la décision de me retirer des terrains à 1 an de la Coupe du Monde. Alors, pour beaucoup, les gens disent, mais c'est une Coupe du Monde chez toi, la jouer, la gagner à domicile, ça ferait penser à 98. Mais j'arrive à un moment où, en fait, je sens que je ne peux plus apporter aux joueuses. Parce que parfois, on peut ne plus avoir être en dessous de son niveau, mais quand même être capable de pouvoir véhiculer des messages. Mais je sens que ça va être compliqué. Et je sens que voilà, ça va être
compliqué d'avoir encore l'envie sur le terrain de se dépasser parce qu'avant d'aller jouer en Coupe du Monde, il faut avoir une bonne saison en club. Au Bayern, je ne jouais plus. Je ne me voyais pas revenir en France, réessayer de me battre pour être titulaire en équipe de France ou pour être dans le groupe français. Je me suis dit non, il est temps, j'ai une belle opportunité de vivre la Coupe du Monde de l'autre côté. Parce qu'en fait, il faut savoir que jouer une Coupe du Monde en tant que joueuse, c'est beaucoup de prépa. Je joue le match, je vois le public, je le salue, mais je me prépare pour la suite. On n'a pas cette atmosphère, on passe pas du temps avec les gens comme on aimerait. On vit pas la Coupe du Monde comme un fan. On vit Coupe du Monde, on est en préparation, on a des réunions, on fait des bilans, on est dans une bulle. Tant qu'on la gagne pas, c'est très fermé. Donc du coup, je l'ai vécu différemment. Pendant 1 an, j'ai visité beaucoup de nos régions. J'étais sur la métropole, mais aussi dans les dom-toms. J'ai voyagé à l'étranger pour faire la promotion de la Coupe du Monde aux États-Unis, en Angleterre. On a beaucoup voyagé, on a fait des super événements. J'étais durant la Coupe du Monde avec nos volontaires. J'ai visité l'ensemble de nos stades, rencontré l'ensemble de nos volontaires qui font cette Coupe du Monde. Ce sont eux qui sont aux petits soins pour les supporters. J'ai rencontré beaucoup de gens avec du cœur. J'ai joué avec eux au foot. J'ai chanté avec eux, j'ai dansé. Humainement, c'était super. Super. J'ai vécu des super choses grâce à cette Coupe du Monde. D'accord. Mais écoute, Laura, avant de terminer cette interview, on va passer aux questions insolites, si tu le veux bien. Pas de souci. Ok. Alors, donc on va commencer tout de suite. Si tu devais me dire une musique ou un groupe de musique. Waouh. Ah, pas facile ça. Moi, j'écoute énormément de musique. Mais voilà, je dirais Burna Boy parce que c'est dernièrement ce que j'écoute pas mal. Mais j'écoute beaucoup de jazz et il y a un artiste que je découvre. Je prends mon portable juste pour le citer. C'est Ibrahim Malouf. C'est un trompettiste et j'aime beaucoup son morceau All Around the World. Top. Mais du jazz c'est top d'écouter du jazz pour se relaxer, c'est super. Ok. Alors, un film ou une série? Alors, une série. Ah oui, alors, oulala, j'en ai beaucoup. Hein. Ah. Mais j'aime beaucoup la série espagnole. Comment elle s'appelle celle-ci? La plus populaire qu'on connaisse. La Casa del Papel? La Casa del Papel. Les Telefonistas, que j'aime beaucoup. Pause aussi, on comprend un peu mieux la vie des personnes transgenres, la culture ball, tout ça. Et après, il y a aussi Coup de cœur, je ne sais plus comment ça s'appelle, la série française. Plan-cœur, ouais, Plan-cœur, entre autres, voilà. D'accord, ok. Alors, un plat préféré? Moi, j'aime de tout, mais j'aime beaucoup la cuisine asiatique. J'aime aussi mes plats entiers, hein, mais j'aime beaucoup la cuisine asiatique, les bobounes, et voilà. Après, si je dois parler des plats antillais, bon, le colombo, c'est une base, mais voilà, j'aime bien les grillades, ouais, voilà. D'accord. Mais j'aime de tout, c'est particulier. Alors, une destination de vacances? Je vais faire la promotion de la Guadeloupe. Je la recommande vraiment, hein, la Guadeloupe. En plus, dans ces périodes-là, c'est pas mal d'aller aux Antilles. Mais j'ai beaucoup aimé la Thaïlande et voilà. D'accord. Alors, Laura, est-ce que tu as quelqu'un qui t'a inspiré, un modèle, que ce soit un sportif ou autre? Je pense savoir ta réponse peut-être. Alors, mon sportif, c'est Lilian Thuram. Et tout le monde qui dit Laura va dire Lilian parce que c'est un ami à moi en plus, c'est ma chance. Il m'a beaucoup inspiré, non pas parce que c'était un bon défenseur, mais c'est parce que c'était une personne vraiment sympathique, humble et disponible. Dès lors que je le voyais à Clairefontaine avec les Bleus, il était toujours à venir saluer les filles, à venir échanger avec nous et ça m'a marqué. Je me suis dit qu'un jour, j'aimerais être aussi sympathique que lui, voilà, sur les terrains. D'accord. Tu suis un peu les performances de son enfant? Oui, je les suis sur les réseaux et on échange beaucoup. Enfin, je les vois en tout cas, je leur fais quelques commentaires par-ci, par-là pour rigoler avec eux. Ou pas rigoler, mais au moins on échange. Ok. Alors, pour terminer cette interview, tu vas essayer de caractériser en 2 mots. Sympathique, empathique. Ah, pas mal.
Pas mal, très bien. Bah, écoute, Laurent, en tout cas, je te remercie vraiment de m'avoir accordé ce temps pour t'interviewer et j'espère que tu vas continuer à t'épanouir dans ta nouvelle vie, j'ai envie de dire, en tant que secrétaire général de la Fédé, en tant que consultante sportive et que tu auras toujours des très bons souvenirs de ta vie antérieure en tant que joueuse professionnelle. Merci, c'est gentil. Et j'espère en tout cas, toi, te voir prochainement sur les télés ou à la radio. Ou, voilà, et qu'un jour, on pourra reparler de ça, dire, hey, tu te souviens? Voilà, je te Bah, souhaite le j'espère meilleur. aussi, ça serait super. Merci beaucoup, Laurent.